Bonjour à tous et à tous et bienvenue dans ce 25e numéro de Calcio Espresso, le podcast qui torréfie le calcio en français de l'autre côté des Alpes. Je suis Valentina Clemente depuis Pérouse, accompagnée comme chaque semaine par mon confrère Cédric Canal à Milan. Bonjour Cédric. Bonjour Valentina, bonjour à toutes et à tous. Et on ouvre le second volet de notre série sur ceux qui font vivre la passion pour le football italien en France. Et pour cela, on est heureux d'accueillir 3 acteurs qui ont relancé puis développé FR Serie A, Ugo Cince, Giacomo Poto et Enzo Guagliano. Messieurs, bonjour. Salut. Bonjour. Ugo, Giacomo et Enzo, vous êtes 3 passionnés de foot, en particulier de Serie A. Alors, toutes des tables de présentation pour ceux qui ne vous connaissaient pas. Qui veut commencer? Je vais me lancer. C'est Enzo, effectivement. J'ai 23 ans et j'ai démarré sur FR Serie A, il me semble, c'était à l'été 2016. Aujourd'hui, un petit peu moins actif, pour pas dire plus, mais toujours très proche du football italien, que ce soit sur les réseaux sociaux ou sur d'autres plateformes. Moi, c'est Giacomo, j'ai 29 ans à la fin du mois, j'habite à Lyon. Je suis sur FR Serie A depuis la rentrée 2014, il me semble. C'était agréable de trouver un compte Twitter avec un vrai challenge, en fait, même si on développera plus tard. Au fil des années, ça m'a permis de rencontrer des gens très sympathiques et fort passionnés. Et toi, Hugo? Et du coup, moi, je m'appelle Hugo, donc j'ai 24 ans et j'ai rejoint FR Serie A. C'est Giacomo qui m'avait proposé de le rejoindre, du coup. C'était début 2015 ou fin 2014, j'ai plus la date exacte. C'est vrai que je suis venu sur un coup de tête, c'est-à-dire que ce n'était pas un projet purement, qui avait mûri dans ma tête, que j'avais travaillé. Il m'a simplement proposé. Je me suis dit, comme je le connaissais déjà, ouais, pourquoi pas. Et voilà, j'ai rejoint le bateau. Du coup, moi, si je peux préciser, moi, c'est Hugo qui m'a proposé de rejoindre le projet par la suite. Juste avant d'avancer, vos origines italiennes? Alors, moi, j'ai des origines sardes et pouliaises. Giacomo? Moi, j'ai des origines de Molise, en fait. Et Hugo, finalement? Alors moi j'ai de la famille à Rome et j'ai le principal de ma famille qui est quand même à La Spezia, donc dans la province de La Spezia. Et sur ça, on va revenir après. Pardon, Cédric. C'est exactement ce que je voulais dire, Valentina. Tu vois, tu m'as devancé de... Je te préviens dans ta tête. Exactement. Alors Giacomo, tu l'as dit, tu as repris FR Serie A. Tu fais encore aujourd'hui la revue de presse d'ailleurs. Pourquoi ce choix de reprendre le compte FR Serie A et comment, avec tes acolytes, notamment Enzo, Hugo et d'autres, vous avez réussi à le développer, à le relancer? Moi, c'est tout simple, en fait. J'étais sur Twitter depuis peu et je suis tombé sur ce compte qui était tout neuf, en fait, mais déjà en déshérence. Donc, je suis rentré en contact avec le CM. Je lui ai demandé s'il avait besoin d'aide parce que ça me faisait un peu de la peine, en fait, de voir un compte avec un tel potentiel dans cet état. Et il a accepté. Bon, par la suite, il nous a laissé les rênes. Je pense que ce qui a fonctionné, c'est que, comme a dit Hugo, on n'a pas créé un compte pour qu'il marche, en fait. On y a tous mis du cœur sans en attendre des résultats exceptionnels. Et je pense que ça donne beaucoup d'authenticité à notre travail, en fait. Et justement, pour continuer sur cette lancée, vous êtes jeune, qu'est-ce qui vous a mis ensemble à consacrer votre temps pour informer et relayer des infos sur le football italien? Car derrière, il y a un sacré travail. Hugo, tu avais développé le site il y a 2-3 ans et on se souvient bien puisque j'ai le plaisir de collaborer avec vous pour un petit moment. Alors ce qui nous a réunis dans un premier temps, parce que comme je disais, Giacomo et moi on se connaissait d'avant, et avec 2 autres personnes aussi qui sont Antonio et un autre qui s'appelle Will. On se connaissait d'un forum tout simplement, on parlait de football et on a migré petit à petit sur Twitter et comme je vous dis et comme vous l'a répété Giacomo, c'est-à-dire qu'on s'est un peu lancé la tête dedans parce qu'au final la personne dont il parlait qui avait créé le compte s'appelait Clément et c'était si c'était un petit peu en déshérence, c'est aussi parce que c'était pas forcément un passionné de Serie A, c'était quelqu'un qui avait créé un compte dans le genre parce que ça pullulait à l'époque sur Twitter. Nous, on l'a repris et on a vu qu'en partageant de manière on cherchait pas à être professionnel, on cherchait pas à créer une rupture du genre on fait du journalisme ou on partageait juste des infos de foot sur la Serie A.
Et on a vu que ça prenait assez vite, parce qu'en plus, je crois on a vraiment commencé période de mercato janvier 2015. Donc forcément, les news mercato, ça capte beaucoup d'attention. Donc petit à petit, en fait, tout ce qui est le travail derrière et le site aussi, c'est venu après. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de projet mûri. C'est vraiment, il y a quelqu'un de Calcio Mio qui nous avait rejoint, qui s'appelait Gilbert et qui nous avait proposé de faire un site WordPress. Donc on a fait un site petit à petit, mais par exemple, sur le site, c'était vraiment très différent du compte Twitter. C'est-à-dire qu'on ne cherchait pas à faire de l'information sur le site de manière générale. C'était vraiment très blog, c'est-à-dire essayer de faire des articles un petit peu développés, soignés, essayer d'apporter des fois une perspective historique ou des entrelacements entre société et football. Là, on ne cherchait pas à faire de l'information. Par contre, avec la revue de presse, avec le fait justement de fouiller les journaux en quelque sorte et les sites web des journaux, petit à petit, alors c'est un grand mot, mais professionnalisé, c'est-à-dire qu'on a commencé à voir ce qu'on pouvait ne pas partager, ce qu'on pouvait partager, ce qui était clairement fallacieux selon la source, selon l'information. Et donc voilà, petit à petit, on s'est rodé en quelque sorte, mais encore une fois, on n'avait pas la volonté de faire quelque chose d'un média et on n'espérait pas un jour faire 80 000 ou 87 000 abonnés et ce genre de choses. On n'avait pas du tout cette perspective-là, quoi. Non, et puis, ce qui a fait que ça a bien pris, c'est que justement, voilà, on était tous jeunes en fait sur la page, on était tous passionnés, et on était là juste pour parler de foot italien parce que c'était un peu délaissé en France. Ça l'est toujours un petit peu, mais un peu quand même moins aujourd'hui. Mais voilà, à l'époque, sur Twitter, il y avait aucune référence sur le football italien. Et nous, on s'est dit, bon, bah, on est tous passionnés, on en parle déjà entre nous au niveau individuel. Et bah, l'idée, c'était juste de regrouper, en fait, d'avoir une plateforme de discussion généralisée sur Twitter, quoi. Mais à la base, c'était simplement un compte Twitter pour voilà, discuter de l'actualité du football italien. Ouais, ça reste un petit peu malgré tout dans l'ADN, c'est-à-dire qu'on a toujours eu cette position où à la fois on partage de l'information, mais à la fois c'est vrai qu'on a déjà laissé transparaître ou même clairement donner notre avis sur le compte, discuter avec des mecs, des fois partir dans des débats, dans les commentaires avec le tweetos Monsieur Tout le Monde, quoi, et partir avec le compte à répondre pendant 10 ans. Même quand on avait 50, 60 000, 70 000 abonnés, parce que en fait on parle juste de football, donc tant qu'en gros la vie, on s'autorise à être subjectif quand ça parle de football, quoi. Oui, Si ça voilà, parle tant de que c'était football, dans le respect, il n'y avait pas ouais, de aussi, souci. oui, bien forcément, mais voilà. Mais du coup, il y avait quand même Calciumio quand nous on arrive, donc il y a quand même un traitement du football italien, mais moi personnellement, j'en étais pas lecteur et je pense que peut-être toi, Enzo, tu l'étais pas, je sais pas. Non, pas du En tout. tout cas, je sais En que fait, voilà. pour être tout à fait honnête, je connaissais même pas le site avant d'arriver J'étais sur Affaires Serie A que je connaissais pas le site en fait de Calcio. Ok. Voilà, bah, je pense qu'on est peut-être aussi une génération en Ouais, quelque sorte je qui pense arrive que après c'est Calciumio, générationnel. Ouais. qui a pas forcément, ouais, c'est ça, Ben, on qui a a pas capté un public forcément un peu plus accroché avec le jeune site. que celui qui avait Calcio Mio, qui était plus un blog de personnes plus adultes. Voilà, nous, c'est vrai que de par notre âge, en fait, à ce moment-là, notre discours correspondait à une type de jeunes passionnés de foot italien en France, quoi. Ah, c'est ça, parce que quand on y pense, on a commencé, on était au lycée, hein, enfin toi et moi en tout cas. Ah oui, non, mais moi j'ai Euh, commencé, j'avais pas le bac, hein. ouais, mais moi aussi, je n'avais pas le bac quand j'ai commencé. Rassurez-nous, vous l'avez maintenant. Ouais. Oui, oui, voilà, on est en bac plus un chiffre maintenant, c'est bon. Ah ouais, ouais, ouais. On est bac plus. Vous l'avez dit, vous avez réuni une large communauté avec près de 77 000 likes sur la page Facebook. Vous êtes à près de 98 000 followers sur Twitter. Vous l'avez aussi un petit peu évoqué, il y a d'autres comptes qui fonctionnent bien, que ce soit des sites ou sur les réseaux sociaux, Calcio Mio, Serie A Mon Amour. C'est la preuve qu'il y a un public, le foot italien intéresse en France. Ah oui, ça c'est indéniable. Le foot italien intéresse et il intéresse autant les. Peut-être il y a eu une période qui correspond en fait un peu au déclin de la Serie A où justement les jeunes de cette génération de fin 2000-2010. Déjà le foot italien en France, il y a beaucoup de supporters de clubs qui sont plus âgés, qui ont connu justement l'âge d'or de la Serie A dans les années 80-90 et qui justement après sont arrivés sur Twitter et après voilà il y a cette nouvelle génération de personnes qui ont des origines italiennes et qui se reconnaissent en fait, qui commencent à supporter par là aussi. Donc l'intérêt pour le football italien, il y est clairement, d'autant plus que c'est quand même un football européen, donc c'est pas comme par exemple le championnat un des championnats sud-américains qui, voilà, de par l'éloignement géographique, pourrait moins intéresser en France, mais en Italie, le public est là. Ouais. Puis de toute façon, dès qu'un produit est bien couvert, bien vendu, il intéresse. Nous, on n'est pas VRP de la Lega Calcio, mais je pense que ça transparaît qu'on aime ce championnat, la sélection, et forcément, même si on n'est pas forcément attiré de prime abord par la Serie A, quand on voit passer les contenus, les tweets,
on se dit, ah bah en fait, c'est plutôt pas mal, je vais m'y intéresser. Surtout que c'est quand même un championnat qui est vivant. Je pense on en parlera après, mais il s'en passe des choses et des choses qui font parler, quoi. Justement, il y a plusieurs portes d'entrée vers la Serie A. C'est-à-dire que c'est vrai que nous, on est arrivé à une période où c'était l'Inter de Biabiani, tout ça, donc c'était vraiment un peu casse-gueule, quoi. C'est vrai on pouvait comprendre que ça n'intéresse pas le fan de football lambda, en tout cas qui n'a pas d'origine italienne. Donc il y a forcément la porte d'entrée pour ceux qui ont une origine italienne qui est un peu naturelle, c'est d'aller vers le football italien. Mais nous, par exemple, par le fait que c'est un championnat qui est très drôle, en fait, il y a des ressorts comiques dans le championnat, dans tout ce qui tourne autour du foot italien, pour le meilleur et pour le pire. Ouais, Avec c'est le ce que j'allais dire, Banterera, par exactement. exemple, c'est une porte d'entrée pour des gens qui se disent c'est tout con, mais c'est déjà un intérêt, c'est un premier intérêt. Et donc, ils n'ont pas forcément de lien avec l'Italie, mais nous, Banterera, on nous en parle encore, on reçoit des messages encore pour qu'on leur envoie parce qu'ils ne trouvent pas le lien. Et c'est quelque chose qui intéresse, c'est-à-dire que déjà, c'est un premier regard sur le foot italien. Alors, certains pourront le trouver négatif, mais c'est aussi un peu la réalité du foot italien, c'est il est un peu bordélique, quoi. La Banterera, tu as dit ce mot, Hugo, avec des anecdotes assez incroyables que vous aviez compilées il y a quelque temps. Si on faisait un petit tour de table, allez, votre préféré à chacun. Giacomo, on commence avec toi. Moi, je vais peut-être un peu casser l'ambiance, mais c'est l'histoire de Miccoli quand il a insulté le juge Falcone. Parce que moi, c'est un personnage qui me fascine, hein, le juge Falcone, aussi Borsellino. Et pour moi, ça catalyse tout ce qui se passe dans la région qui est la Sicile. Ça renvoie à une page sombre, mais qui est finalement pas si lointaine. Et puis, il faut se rappeler qu'à l'époque, c'était un joueur qui était vraiment adoré par les supporters. Et à juste titre, hein, parce que c'était un crack. Et là, il s'est attaqué à un homme courageux, digne. Et on a vraiment vu que le peuple sicilien lui a absolument pas pardonné cet affront. Moi, j'ai trouvé que c'était très fort, hein. Sans doute, hein. Surtout À juste pour titre, hein, la d'ailleurs, suite des faits. il ne le pardonne pas à juste titre, hein, parce que c'est quand même. C'est ce que je disais quand je dis pour le meilleur et pour le pire. Là, on est vraiment pour le pire, quoi. C'est vraiment, nous, on l'a tourné en dérision, mais c'est vrai que c'est le côté un petit peu plus grave de ce qui peut tramer autour du football italien par moment. Donc, Tout simplement pour faire le trait d'actualité. Là, aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Recoba. Voilà, Recoba, passeport, de suite, c'est l'histoire des faux passeports fin 90-2000. Typiquement, voilà, c'est quelque chose qui fait parler et ça donne de la vie au championnat. Alors, encore une fois, pour le pire. Et c'est souvent le cas aussi, parce que voilà, on connaît l'administration italienne à tous les étages, parce que c'est pas que dans le foot. Moi, il y en a une que j'aime bien. C'est les deux petits vieux supporters de l'Atalanta qui se sont fait interpeller dans le stade parce qu'ils vendaient de la cocaïne. Deux petits vieux de 70 ans qui se sont fait interpeller dans le stade avec l'écharpe du club, etc. Mais qui en catimini vendaient de la drogue dans les tribunes. J'aime bien celle-là. C'est vraiment très beau tout cela. Ça semble d'être presque dans un vidéojeu, un truc comme ça, un peu parallèle, un monde parallèle. Mais très sincèrement, le Banterera, là tout à l'heure je l'ai relu du coup pour me rafraîchir la mémoire parce qu'il y en a tellement que c'est difficile. C'est invraisemblable vraiment. On se dit c'est pas possible que tout ça se soit arrivé dans un même championnat, quoi. puis tout ce qu'on n'a pas mis, parce qu'au final, on n'a pas tout en tête, et puis on pourrait déjà le réactualiser, ce qu'on nous le demande souvent, parce que typiquement, je pense au test de Suarez pour venir à la Juve, par exemple, tu vois, c'est des trucs qu'on pourrait rajouter, c'est des histoires qu'on voit pas forcément ailleurs, donc c'est particulier. Et sinon, moi, si je peux en mettre une, alors elle est vraiment légère, elle est pas gravissime, donc c'est bien. C'est Ivan Juric qui dit qu'il a qu'une passion, il pense tout le temps au football, et quand sa femme lui parle, il pense à Serge Gnabry. C'est vrai, je m'en souviens, elle était belle aussi cette déclaration. Non, mais ouais, vraiment, il y en a trop et il y en a trop sur plein de domaines, en fait, que ce soit sportif, extra-sportif, politique même, c'est fabuleux, hein, ce thread. Aussi la sortie de Cosmi dernièrement, les derniers jours, je ne sais pas si vous avez vu l'effet que, bon, il était mis expulsé et avec amende et tout, parce qu'il a utilisé justement des gros mots. Vraiment des gros mots. Il a dit, bon, il faut partir de tout cela parce qu'on est dans un état laïque, donc vous ne pouvez pas me blairer pour ça. Donc, encore un bon épisode Ouais, dans non, mais notre... typiquement, voilà, Cosmi, ça fait partie des personnages qui sont iconiques et qui, que ce soit encore une fois dans le bon et dans le mauvais, ont un charisme et ont une résonance, en fait. Donc, c'est tout ce qui fait un peu le charme et le folklore du championnat, c'est qu'il y a vraiment des personnages entiers. Pour ça, voilà, l'intérêt, il y va de soi pour le championnat italien.
Bon, pour revenir à l'actualité, si vous n'avez pas des autres épisodes à nous raconter, je ne sais pas, vous avez fait Honnêtement, on pourra en parler pendant 4 heures, je pensais, du Bon, on Stade va Tal faire un Marina. spécial sur ça. On va envisager prochainement un spécial Calcio Espresso sur les pires et les meilleurs de la Serie A. Mais l'avantage, c'est qu'il y a toujours des anecdotes aujourd'hui. Il pourrait être mis à jour avec des choses qui sont passées hier. Tout à fait. La Serie A, là-dessus, est le meilleur championnat européen. Encore cette saison, avec Juve Napoli ou Lazio Torino, on a des sacrées scènes, compte tenu clairement de la situation sanitaire qui a pesé globalement en Italie. Justement, c'est ce qu'on disait, c'est que c'est un championnat qui est vivant et ça l'était déjà avant le Covid. Et avec le Covid, ça a accéléré certaines choses. L'épisode Juve-Napoli, c'est pas quelque chose qui se voit dans tous les championnats, tellement c'est une prise de position, c'est deux présidents avec un fort caractère, qui ont des intérêts opposés. De par le contexte, c'est une saison qui est particulière, que ce soit au niveau sportif ou extra-sportif. Et le renvoi des matchs peut-être biaise un peu le championnat dans le sens où les dynamiques ne sont pas les mêmes. Certains matchs où il aurait dû avoir tel et tel blessé, au final peuvent jouer le match parce que le match est reporté. Là, le Juve Napoli, qui est un match de la phase aller, n'a toujours pas été joué. Et ça va être une saison qu'il faudra analyser avec tous les éléments parce qu'il y a beaucoup de détails à prendre en compte dans l'analyse de cette saison. Et d'ailleurs, on peut noter que les deux présidents ont réussi à trouver un terrain d'entente pour reporter le match à nouveau, puisque là, ça les a arrangés à tous les deux. Finalement, le match aura lieu en avril alors qu'il devait avoir lieu ce mercredi. Donc, comme quoi, même entre ennemis, et puis on en parlera aussi tout à l'heure, aussi sur les droits télé. Ils sont amis de Laurentiis et Agnelli, donc parfois. Dès qu'on pense avoir tout vu, tout entendu, il y a toujours quelqu'un qui vient en mettre une couche, quoi. Par exemple, cette année, j'avais été choqué de voir des joueurs se mettre en grève. Alors, c'est dans les divisions inférieures, hein, et j'ai plus en tête les noms des clubs, mais ils se sont mis en grève parce qu'à leurs yeux, ils n'étaient pas assez testés contre le virus avant les matchs, pour pas être en danger physiquement. Il faut quand même trouver ça assez grave parce que ça reste des professionnels, hein. En Italie, il y a quand même plusieurs ligues professionnelles et ça permet de relativiser aussi un petit peu sur ce qu'on voit en Serie A. Et au niveau du jeu, qu'est-ce que vous en pensez par rapport aux résultats? Comment ça va se terminer cette saison? C'est un peu vaste comme question. Je dirais que la Roma sera en dehors du top 4, si je peux parler un petit peu de ma chapelle. Un petit peu déçu de ce point de vue-là, parce qu'on a une équipe qui peut faire du jeu, qui peut prendre les points face aux petits où la hiérarchie est respectée. Mais quand ça affronte une équipe qui a du répondant et qui est dans le top 5, 6, généralement, on voit qu'on perd en caractère, à part quelques matchs, je pense au nul contre l'Inter, mais sinon, c'est une équipe qui a beaucoup de mal à passer ce cap, justement pour retrouver une place dans le top 3 ou top 4, parce que ce qui a été quand même, depuis les années 2000, ça a été longtemps sa place, alors pour diverses raisons, mais là, c'est une équipe qui est en train de virer à la 5e, 6e, 7e place, comme si c'était redevenu la norme, et c'est compliqué, parce que c'est vraiment potentiellement une belle équipe, mais dès qu'il faut hausser son niveau de jeu, en tout cas en Serie A, parce que malgré tout, je trouve que c'est un bon résultat en Europa League. Là, mais en Serie A, il y a quand même cette difficulté à affronter, à regarder en tout cas droit dans les yeux l'Inter, le Napoli, la Juve. Pour rester sur la Roma, en fait, on a l'impression que l'équipe s'essouffle un peu. En début de saison, il y avait un Mkhitaryan qui était en feu, qui était décisif à quasiment tous les matchs. Là, on le voit un peu moins ces derniers temps. Et après, le gros problème de la Roma, c'est face aux équipes du top 4, top 5 ou de suite, c'est plus compliqué. Mais pour rester sur le court terme, c'est quand même une Roma qui est en progression par rapport à la saison dernière, et notamment parce qu'elle gagne face aux équipes supposées plus petites, ce qui n'était pas forcément le cas la saison dernière aussi. Si tu laisses échapper trop de points face aux 5-6 premières équipes, comptablement, ça fait quasiment une vingtaine de points que tu es quasiment sûr de ne pas prendre, quoi. Parce que tu es incapable d'aller battre une équipe et voir un nul, c'est compliqué. Donc, c'est vrai qu'il y avait une bonne dynamique au début, mais là, ça s'essouffle. Et puis, tu as des cadres qui sont plus forcément au niveau, un mec que j'aime beaucoup, mais comme Dzeko. Il y a une progression, comme tu dis, mais elle est légère. Donc, est-ce qu'on peut s'en satisfaire? Je ne sais pas trop, parce que malgré tout,
pour tous les clubs, les 5-6 premiers clubs, c'est vrai que l'importance des revenus de la Ligue des Champions, c'est crucial. Du coup, ne pas y aller, on ne peut pas s'en satisfaire. Tu vois. En tout cas, une année, ça peut aller, mais quand ça commence à s'enchaîner, quand tu retrouves ta place un petit peu naturelle en Europa League, c'est compliqué, quoi. Après, par rapport au supposé déclin de la Roma, il y a quand même un niveau de la Serie A qui, au niveau global, est plus élevé que les saisons dernières. Surtout si on regarde le haut de tableau, le top 6 est quand même de niveau supérieur par rapport aux saisons précédentes. Où là, cette saison, voilà, on a l'Atalanta, bien que ça soit moins fort que la saison dernière, l'Atalanta. Juve est pareil, mais on a... Puis le retour des Milan. Oui, voilà, c'est ça, le retour des 2 Milan fait beaucoup de bien. Et justement, voilà, pour Et repartir. justement, Enzo, alors bon, c'est un podcast, donc c'est de l'audio, mais on va trahir un petit secret. Derrière toi, je crois voir une de la Gazzetta Ouais. qui est consacrée à la Juve. Oui, tout à fait. C'est la une de la Gazette quand la Juve a gagné son 7e championnat d'affilée. Est-ce que dans 2-3 mois, on aura une avec le 10e Scudetto de la Juve d'affilée ou pas, selon toi? Alors, honnêtement, ça me paraît compliqué. Si on avait fait ce podcast il y a peut-être 1 mois ou 2, j'aurais répondu différemment, mais là, ça me paraît un peu serré, peut-être par rapport au nombre de journées qui restent. Par contre, je vois une Juve qui passe devant le Milan et qui récupérera sa 2e place. J'ai un peu le sentiment que le Milan s'essouffle un petit peu aussi après un très très gros début de saison où ils ont bien survolé et même post-Covid en fait, parce que voilà, il n'y a pas forcément eu de coupure entre la saison dernière et cette saison vis-à-vis du virus. Mais voilà, Milan qui était sur une grosse dynamique, qui n'a pas été épargné par les blessures aussi, que ce soit Ibrahimovic, Kier à un moment, Bennacer, voilà, j'en oublie, il y en a eu, je crois qu'ils ont rarement eu un groupe complet. Bon, comme la Juve, et au final, la seule équipe qui n'a pas eu à subir de trop longues blessures, c'est l'Inter. Et l'Inter est en tête actuellement. Très sincèrement, je pense que ça va être compliqué que la Juve reprenne le devant sur l'Inter, qui semble sur une bonne dynamique. On sait que Conte sait remobiliser ses hommes. Voilà, la Juve, on l'a fait constater. Hein. Mais voilà, ils ont l'air d'être en mission pour aller chercher ce Scudetto. Et j'ai envie de dire que leur élimination en Ligue des Champions a bien aidé, parce que ça allège le calendrier et c'est peut-être aussi pour ça qu'ils ont eu moins de blessures. Je vois un top 4, pour repartir un petit peu sur un aspect pronostic, un top 4 du coup Inter, Juve, Milan et Atalanta. Je vois le Napoli 5e et après il y a quand même des équipes qui ont un potentiel mais qui sous-performent. Je pense à la Lazio, qui est peut-être en fin de cycle avec Inzaghi. Il y a voilà, la Roma qui est un petit peu mi-figue, mi-raisin selon les cycles. Je pense que le niveau de la Serie A s'améliore de saison en saison, bien que du coup la Juve se soit affaiblie. Mais le niveau global, je pense qu'on est sur une bonne dynamique en ce moment. Il y a des recrutements qui sont intéressants. C'est encourageant pour les prochaines saisons. Justement, en revenant sur les Milan, comment tu les vois, Giacomo, vu que bon, la saison elle avait débuté assez bien après toutes ces années de vide. Comment tu te sens et comment tu vois arriver l'équipe des Pioli à la fin de la saison? Moi, je suis super content. Depuis le mois de mars dernier, en fait, on voit enfin des joueurs qui cherchent à gagner les fins de match ou à sauver au moins un point. Ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas vu ça. En fin de saison, il faudra faire les comptes, mais le Milan a sauvé pas mal de points dans les arrêts de jeu. Et si ça nous permet de jouer la Ligue des Champions, bah, ce sera super parce que, faut être honnête, même en étant champion d'hiver, l'objectif sage, c'était de retourner en Ligue des Champions. L'équipe n'était pas bâtie pour le titre. Je suis comme Enzo, moi je pense que le Milan va glisser 3e, peut-être 4e même, s'il n'y a plus de blessés majeurs, et par blessés majeurs j'entends bien sûr Bennacer, Ibra, et j'aimerais un retour à un bon niveau de Çalhanoğlu. Voilà, un joueur par ligne, quoi. Je pense que le Milan pourra s'accrocher au podium, et moi j'espère aller assez loin en Ligue Europa, un petit peu à la manière de l'Inter la saison dernière, qui avait réalisé un super beau parcours. Et même si c'est la Ligue Europa, c'est pas une sous-compétition et le parfum des soirées européennes, ça amène toujours beaucoup d'émotions. C'est quelque chose qu'on a envie de revivre, nous. Puis c'est la Ligue Europa, mais Milan-Manchester, c'est quand même une affiche sympa, quoi. Ah, carrément. C'est Au du match, sacré.
Ouais, puis surtout que les deux clubs qui ont un peu des parcours similaires, si on regarde sur les dernières années, qui ont connu un déclin. Bon, Manchester a connu un déclin un peu plus tardif que Milan, mais voilà, au niveau des dynamiques, il y a eu la même chose. Voilà, des mauvais choix, des mauvais recrutements, des projets de jeu parfois bancals pour diverses raisons. Après, pour revenir à ce que disait Giacomo, moi, je suis pas. En fait, aller chercher un résultat en Europa League, ça serait peut-être s'avouer qu'en Serie A, le titre c'est officiellement enterré et que tu te contenteras d'une place en Ligue des Champions, qui est l'objectif principal du Milan cette saison, hein, parce que on en a souvent parlé pour le titre, mais leur objectif c'est quand même le top 4. Et ça restera une satisfaction, surtout voilà, sur l'ensemble des dernières saisons. Il y a quand même une progression et c'est la prochaine étape, c'est la qualif Ligue des Champions. Mais pour moi, voilà, peut-être que faire un parcours en Europa League peut jouer des tours en Serie A. Après, tout dépend des objectifs qui sont fixés et de la volonté. Après, voilà. Surtout qu'il y a un écart assez faible entre Milan, le Napoli, la Roma et l'Atalanta. Donc c'est vrai que en soi, statistiquement, elle est quand même loin d'être jouée, la place du top 4 dans le Milan. C'est vrai qu'un parcours qui serait long en Europa League, ça peut aussi, ouais, c'est vrai que ça peut pénaliser. Alors moi, je pense qu'ils resteront dans le top 4 malgré tout, mais c'est vrai qu'il faut commencer à jouer des grands matchs assez souvent le jeudi, c'est vrai qu'avec les potentielles blessures, la fatigue, et si la Roma se retrouve éliminée avant le Milan, par exemple, ou voilà, sachant que l'Atalanta aussi est éliminée, enfin, il y a des clubs qui n'auront plus que la Serie A à jouer, donc des points à prendre. La place du Milan, malgré tout, n'est pas acquise dans le top 4. Enfin, si on regarde les chiffres, même si depuis le début d'année, ils sont quand même installés, tout ça, c'est vrai que la différence en termes de points, elle n'est pas énorme. Alors moi, je pense quand même qu'ils finiront, ouais, je vois le même top 4 que toi, Enzo. C'est vrai que je pense aussi que le Milan peut plus vraiment jouer le titre. Enfin, je vois même plus quelqu'un le disputer réellement à l'Inter. Mais c'est vrai que de toute façon, de toute manière, ce que le Milan attend au début de saison, ils n'imaginaient même pas le titre. Donc, c'est venu en cours de saison avec les bons résultats. Mais c'est vrai que s'ils font le top 4, s'il y a le retour en Ligue des Champions, c'est vrai que ça redynamise le projet à l'instar de l'Inter au moment où ils se retrouvent en Ligue des Champions, quoi. Pour parler comptabilité, du coup, par rapport au classement, il y a l'Inter qui est premier avec 65 points, Milan deuxième avec 56. Donc, il reste 11 journées et 9 points d'écart. C'est pas injouable, mais ça nécessiterait quand même un accident industriel côté Inter. Ouais, ça fait quand même 3 matchs d'accident, voire 4 pour passer devant, parce que 3 matchs, ça ferait égalité. Donc, il faudrait 4 accidents quand même. Ne faites pas ces genres d'analyse parce que sinon, on va avoir des problèmes niveau santé ici. Hein. Vous savez, vous tenez à Cédric, j'espère. Tout va bien, les matchs se déroulent très bien, c'est des victoires larges en ce moment en plus, donc des matchs maîtrisés. Tout ouais. On l'a vu contre Parme. Torino, contre Parme, voilà, c'est pas du tout à l'arrache, donc tout va bien. Non, mais c'est peut-être la réussite du champion. Alors, on précise, on a enregistré ce podcast mercredi, donc en cas d'accident industriel pour la Roma en Europa League ou d'élimination du Milan, voilà, on ne le savait pas, mais précisez tout de même que le vainqueur de l'Europa League est qualifié en Ligue des Champions et directement dans le chapeau 1. Ça peut être aussi une voie pour Milan ou pour la Roma pour bien se mettre la saison prochaine. Alors, on a parlé de la Roma, Hugo, mais donc tu es aussi très attaché à Lo Spezia. Tu nous l'as dit au début, puisque c'est la ville de tes origines. C'est une découverte de la Serie A pour eux cette saison. J'imagine que ça doit être assez particulier. Et est-ce que tu les vois se maintenir et qui vois-tu descendre du coup? Alors, est-ce que je les vois se maintenir? Disons que généralement, j'aime pas trop pronostiquer, alors même si je viens de le faire à l'instant. Je les vois se maintenir, j'espère, en tout cas de tout cœur qu'ils se maintiendront, parce que c'est quand même une équipe qui propose quelque chose d'intéressant de manière générale, c'est-à-dire qu'elle a des ambitions dans le jeu. Alors même si elle a pris quelques claques, elle a toujours, en tout cas, ou quasiment toujours, su tenir tête à son adversaire sur 50, 60 minutes en mettant beaucoup, voire trop d'intensité, quitte justement à connaître le revers de la médaille juste après, quoi, à pas tenir la fin du match. Mais c'est quand même une équipe qui est satisfaisante d'un point de vue collectif. C'est une des équipes les plus satisfaisantes, je trouve, de Serie A. D'un point de vue individuel, il y a un manque de talent individuel de toute manière dans cette équipe. En plus, une équipe qui a fait 18 ou 19 recrues cet été, donc qui a tout changé. Plus généralement, c'est un club qui est structurellement pas spécialement prêt pour la Serie A. C'est-à-dire que ça faisait quelques années que c'était pas loin de la montée en Serie A, ça terminé en play-off en Série B. Mais c'est pas un club qui s'attendait du jour au lendemain à se faire propulser là-bas. Le stade n'était pas prêt, l'effectif n'était pas conçu pour. Il y avait beaucoup de jeunes, c'était l'effectif le plus jeune de Série B l'an dernier. Ce que fait Italiano, en tout cas, c'est même s'il est 15e à l'heure actuelle, ça paraît pas gigantesque, mais à mon sens, ça l'est.
il y a un vrai travail avec en plus beaucoup de turnover, c'est-à-dire qu'il change tout le temps son 11 et il implique tout le monde et je trouve vraiment qu'il a un effectif qui manque de deux ou trois grands talents, de deux ou trois grands leaders qui peuvent te maintenir à flot dans les matchs ou les moments qui sont négatifs. Donc je les vois se maintenir, en tout cas j'espère qu'ils vont se reprendre un petit peu. Et sinon, qui joue à descendre, bah, forcément Crotone et Parme, qui sont les deux dernières places, il me semble, 19 et 20e. Alors j'ai plus le nombre de points exact, mais je les vois descendre quoi, globalement. Et ensuite, bah, je ne saurais pas vous dire qui entre le Torino et Cagliari, parce que voir Benevento, mais pour mon ami Enzo et puis même pour moi, parce que j'ai une affection quand même. Enfin, Je suis retenu de ne pas réagir. J'espère que Cagliari va rester en Serie A, parce que ça reste, même si c'est un club qui a fait quand même parfois scandale, c'est un club pour lequel je peux avoir l'attachement pour certains joueurs de manière générale, donc plus que pour le Torino en tout cas. Donc voilà, donc j'espère que ce sera le Torino le troisième. Benevento, ils sont sur une mauvaise dynamique là. C'est À vrai. la différence du Torino qui. Mais alors qui Benevento, depuis leur place. première montée en Serie A, j'ai un petit aussi attachement, enfin qui est vraiment Ah ouais un attachement. Un attachement, c'est grand mot quand je dis attachement, mais c'est des clubs La que sympathie. j'apprécie. Ouais, c'est de la sympathie, voilà, c'est le mot exact. Et pour terminer ce voyage ensemble, on veut parler de la nationale qui est de retour au premier plan. Confiant pour l'Euro et votre groupe a quelques projets particuliers vu de la manifestation, si elle aura lieu et dans quelles conditions. Voilà. Moi, confiant pour la nationale à l'Euro, oui, parce que je pense qu'il y a une belle génération qui arrive. Après, moi, ça m'inquiète un peu quand je vois la nationale qui performe avant une grande compétition, parce que c'est pas historiquement ce qui se passe. Normalement, la nationale galère pour se qualifier et après, elle déroule pendant la compétition. Donc, il faudra voir ce que ça donne. J'espère que ça sera l'éclosion définitive de Chiesa, Barella qui confirmeront en sélection, parce que voilà, il y a eu pas mal de joueurs italiens qui ont par moment performé en club, mais qui n'ont jamais confirmé en sélection. Je pense notamment à Immobile, qui en sélection est assez décevant. Bellotti également. Il y a un groupe intéressant. Mancini a quand même de la matière. Je pense que la nationale peut jouer son rôle d'outsider pour l'Euro. Ouais. Hugo, Giacomo, je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose. Moi, je suis pas très attaché à cette équipe-là, c'est-à-dire que je suis pas très attaché aux sélections de manière générale, mais je pense que au vu du groupe, il y avait pire à faire. Ça reste quand même un groupe. C'est intéressant. Le niveau est assez élevé sans trop l'être. C'est-à-dire que c'est normalement l'Italie, en plus au vu de ses phases éliminatoires justement, doit se qualifier. Il y a un bon groupe et surtout, je me dis que c'est pas la compétition sur laquelle il faudra définitivement juger la plupart du groupe parce qu'il y a beaucoup au final de jeunes joueurs, de joueurs. C'est ça, c'est que l'effectif est Donc, composé de jeunes qui a confirmé. c'est ça, mais ça peut être par contre une bonne performance cette compétition, ça peut être fondateur pour les années à venir, c'est-à-dire que pour des mecs qui ont 23-24 ans et qui vont faire encore 2-3 compétitions avec l'équipe d'Italie, s'il y a une sorte de compétition référence et que c'est globalement la même colonne vertébrale dans les années à venir, ça peut être super pour le long terme, en tout cas, vu que le groupe est super intéressant. Moi, j'aime bien la position d'outsider. En 2016, l'Italie était outsider encore plus. Hein, on n'en attendait vraiment pas grand-chose. Et l'effectif, ouais, c'était pas le même. On avait eu des émotions incroyables. En effet, l'effectif n'est pas le même. Moi, ce que j'ai bien aimé pendant ces qualifs, c'est que en général, voilà, l'Italie, ça gagne d'un but d'écart et ça suffit. Mais là, j'ai vu des joueurs qui continuent d'attaquer, qui vont chercher 4, 5 buts d'écart. C'est un beau changement de mentalité, je trouve. Et c'est même en adéquation avec le foot en général. Donc, c'est bien que l'Italie accompagne ce changement. Moi, je les vois dans le dernier carré. Après, une fois que tu es dans le dernier carré, tout peut arriver. Eh bien, on suivra ça, hein, et on verra notamment que ce soit les revues de presse ou les live tweets sur FR Serie A. Et puis, Enzo, tu as lancé un nouveau projet lié au football qui s'appelle Entre deux. Est-ce que tu peux nous en dire 2 mots? Tout simplement une émission qui est réalisée sur Twitch, voilà, le lundi et le jeudi, où on traite pas que du football italien, de tous les footballs selon les soirées où on décide d'aborder un sujet en particulier. Voilà, l'intérêt, c'est vraiment de discuter, de s'éloigner un petit peu de cette tendance de la culture de l'instant qui est en train de prendre de plus en plus de place sur les réseaux sociaux, où voilà, on se permet de juger un joueur sur une mauvaise performance ou un mauvais clip qui circule. Là, l'intérêt, voilà, ce qu'on essaye de faire au maximum à notre humble échelle, c'est justement voilà, de débattre en contextualisant dans la bonne humeur, tout simplement, et parler football parce qu'on aime ça, tout ça. Voilà. La meilleure façon de résumer le projet, c'est de parler de football
pour ce qu'il est et sans se prendre la tête avec les futilités de rivalité ou de guéguerre voilà, qui prennent de plus en plus de place à l'heure actuelle. Mais on adhère totalement, pas vrai, Valentina? Oui, tout à fait, parce qu'on a marre. Souvent, moi, je lance des campagnes contre justement la culture du moment, qu'on analyse en équipe, un joueur qui passe de Dieu à nullité et un match. Donc, voilà, on soutient ton projet. Et sans être dans la culture de l'instant, moi je trouve qu'on a passé un bon moment tous ensemble, qui malheureusement est déjà terminé. Mais merci beaucoup Hugo, Giacomo et Enzo d'avoir été avec nous pour parler bien de votre passion commune pour le football, pour parler de Serie A, pour parler de FR Serie A. Et puis on espère vous retrouver très bientôt. Écoutez, merci à vous, c'était un super moment. Plaisir partagé, ouais, total régal. Merci les gars. À plus tard. Merci à vous. Merci beaucoup. Avec plaisir. Yusai, bello Zielinski, Yusai, 1-2, centrale, spazio Fabian Ruiz, Zielinski, movimento di Politano trovato con spazio, Politano controlla bene, Politano in aria, Politano calcia col destro e la mette all'angolo, il Napoli trova il gol del vantaggio, Matteo Politano 1-0. Et on passe maintenant à l'espresso de la semaine, Cédric. Et on revient sur notre thème d'adoration, les droits télé, n'est-ce pas? Qui vire de plus en plus à une commedia dell'arte, puisque ça fait tout de même 2 mois que l'appel d'offres pour les droits télé pour la période 2021-2024 a été lancé et ils n'ont toujours pas été attribués depuis 1 mois et demi à chaque assemblée générale programmée sur la question, c'est-à-dire chaque semaine. Le quorum n'est pas atteint pour voter l'attribution de ces droits. Il faut 14 clubs sur 20 favorables au vote. Ils étaient 11 depuis le début et mardi, ils sont passés à 10. Donc, autant dire que... Et on n'est pas prête à sortir de cette énigme. Exactement, voilà. Puisque Cagliari s'est abstenu donc mardi. Alors la Juve, l'Inter, l'AC Milan, la Lazio, le Napoli sont alliés pour attribuer les droits dès maintenant à DAZN, qui propose 840 millions d'euros par saison pour tous les matchs, dont 7 par journée en exclusivité, et avec l'espérance que Sky récupère 3 matchs en co-diffusion pour 70-80 millions d'euros, ce qui mettrait les droits à peu près 920 millions d'euros, c'est-à-dire en dessous de ce que la Lega espérait au lancement de l'appel d'offres, au-dessus du milliard. Alors la Roma et le Torino, de l'influent président Cairo, sont les seuls gros dans le camp des 9 qui veulent des précisions sur les questions techniques de l'offre de DAZN, et ce malgré le soutien de TIM. Alors TIM, c'est le Orange italien, en quelque sorte, qui serait donc partenaire pour améliorer l'accès aux services OTT de DAZN sur tout le territoire italien. C'est ce qui inquiète un petit peu certains clubs. Clairement, ça pose question. Oui, puisque l'Italie est un petit peu en retard, même si la 5G arrive, par exemple, mais au niveau du Wi-Fi, de la fibre, est un petit peu en retard. D'ailleurs, hier, justement, Sky montrait un sujet dans les GT où il y a un pays où il n'y a pas Internet. Voilà, il parlait pour les écoles, pour l'école à distance. Il ne parlait pas pour le foot, mais quand même, et c'était dans la province des Gênes. Donc, pas non plus dans le sud, qui est souvent... est mis à l'écart par des problèmes techniques comme ça. Et Sky, justement, qui propose 750 millions miseries sur un nouvel appel d'offres de son côté, car les offres sont valables seulement jusqu'au 29 mars. Au-delà, il faudra tout recommencer. Un canal de la Ligue pourrait être créé, des matchs pourraient être proposés aussi à des diffuseurs en clair. Et ce n'est pas fini, car on en a parlé aussi de cette fameuse Media Company. Bien, c'est aussi bloqué. La Lazio, la Juve, le Napoli et l'Inter sont alliés et sont désormais contre la vente de 10% de cette média compagnie aux fonds CVC Advent et FSI. Les fonds qui avaient proposé 1,7 milliard d'euros et une ligne de crédit devraient donc revenir prochainement pour améliorer l'offre, mais là aussi pour l'instant c'est bloqué. Et le président de la Lega, Ed Alpino, doit donc affronter particulièrement Agnelli et Lotito, les présidents de la Juve et de la Lazio, qui sont très virulents sur ces 2 dossiers. D'Alpino qui a tout de même sorti un stai zitto, tout de même, on ne va pas traduire. Non. Et qui leur a demandé de penser au collectif et non aux intérêts individuels. Bon, ça chauffe, mais on n'avait pas de doutes. Surtout, je pense qu'on a très, très du mal à avoir vite fait cette attribution et ça va poser vraiment des problèmes sur la suite. On espère ne pas terminer comme la France quand même.
Exactement, puisque la France d'ailleurs qui va aussi lancer son appel d'offres pour la même période, donc on verra ce que ça donnera également. Mais encore une fois, les deux pays On marche ensemble. Exactement, sont cousins Plus ou aussi moins. là-dessus. Toi, tu voulais terminer, Valentina, avec quelque chose d'un peu plus léger. Oui, tout à fait, parce que on a lu hier une nouvelle qui, bon, ça fait chaud au cœur. Ça regarde Maradona et les créateurs de Oli Benji qui a dit que pratiquement pour la création du personnage de Oliver Hatton, il s'était inspiré justement à Maradona, signe qui est bon. On pouvait aussi imaginer en quelque sorte, vu les côtés, aussi les personnages un peu de Oliver Hatton. C'est clair qu'à distance, surtout après la mort de Maradona, c'est un dernier hommage qui vraiment ça fait plaisir et qui a réchauffé le cœur des supporters napolitains et de l'Argentine. Et d'ailleurs, à ce niveau-là, vu que l'hommage au Pibe d'Oro ne s'arrête pas, il y a les codes sportifs qui viennent de sortir un maillot mémoire de l'Argentine un peu revisité. C'est là du but contre l'Angleterre avec des rayures un peu plus larges, mais quand même toujours à la mémoire de Maradona. Donc, c'est un continu et ça signe vraiment l'éternité de ces joueurs. Oli et Benji en Italie? Oui, Oli et Benji. Exactement. Et Olive et Tom. En français, dans la version française, exactement. Peut-être à conseiller un peu plus que Speravo di Moli Prima, la série sur Francesco Totti à voir. Pour être franc, on y reviendra la semaine prochaine, je te propose, lors du prochain Espresso. J'ai juste vu le premier épisode. Je ne suis pas convaincu pour l'instant. Ok. Ça ne m'étonne pas vu les castings, pas pour les castings lui-même, mais bon. Ça avait l'air un peu bizarre. Exactement. On y reviendra. On va laisser la chance au produit, comme on dit, mais autant le film documentaire sur Francesco Totti était vraiment bien fait. Le livre également, l'autobiographie avec Paulo Condo, et d'ailleurs qui a servi à faire cette série, était très intéressant. À voir. J'ai juste vu le premier épisode, donc ne pas juger. Voilà. Mais on va rester sur Olivier Tom peut-être ce week-end. Oui, exactement. Bon, et bien c'est terminé, Valentina, pour ce long Calcio Espresso, ce 25e numéro de la saison. Vous pouvez donc nous retrouver sur calcioespresso.com, nous écrire sur contact@calcioespresso.com pour vos réactions, propositions de partenariat, de sujets. Et vous pouvez retrouver notre catalogue de podcasts sur les principales plateformes comme Acast, Spotify, Deezer, Google Podcast, Amazon, Apple Podcast, sur YouTube, et vous abonner pour ne manquer aucun numéro. Et puis on vous attend aussi sur Clubhouse, le réseau social audio. Chaque vendredi à 18h30, il y a notre aperitivo, et puis il y a d'autres rendez-vous dans la semaine avec des amis dont certains sont déjà venus dans ce podcast, d'autres viendront dans le futur, et voilà. Et vous pouvez nous écouter aussi sur Radio Grandeur et Radio Italiana Vera les vendredis à 18h et les dimanches à 11h. La musique derrière nous est Janice de Daybreak. On remercie Raphaël, Julien et Paolo, nos premiers tifosi. Nous venons de lancer un abonnement sur Patreon pour continuer à développer les podcasts Calcio Espresso et aussi son concept. Si vous souhaitez faire partie de l'aventure, le lien est sur notre site et sur les réseaux sociaux, où vous pouvez aussi nous poser des questions, réagir sur Twitter, Facebook, Telegram et Instagram. C'est fini, c'est terminé. On va à boire en attendant les matchs. Je te souhaite une bonne soirée, Cédric. Bonne soirée, Valentina. Bonne soirée et bon week-end à toutes et à tous. Et à bientôt. À bientôt. Ciao, ciao. Ciao.